Certains crimes sont si horribles qu'ils captivent bien toute une nation, conduisent à des manifestations et à des citoyens exigeant justice et réforme pour prévenir de futurs incidents. C'est un de ces crimes qui a ébranlé la nation belge. Le samedi 4 mai 2019 à 18h30, alors que le soleil se couchait encore sur une soirée d'été, Julie Van Espen, âgée de 23 ans, a quitté sa maison à Skilde à vélo. Elle se dirigeait vers l'ouest sur l'itinéraire familier de 19 km ou 12 miles en direction du sud d'Anvers pour rencontrer des amis pour dîner. Julie, étudiante en master de relations internationales et de diplomatie à l'université d'Anvers, s'attendait à terminer le voyage en moins d'1 heure. Son itinéraire la conduisait le long du canal Albert, à travers le pont du Parc Spoor Nord et en direction du muséum Anne de Stroom et du Sud tranquille. L'inquiétude a commencé quand Julie n'est pas arrivée à leur rendez-vous prévu. Ses amis, de plus en plus inquiets et incapables d'établir un contact, ont contacté ses parents vers 9 h du soir. Ses parents ont aussitôt prévenu la police. Des officiers de la police locale d'Anvers et de Woeroekampen ont initié une recherche le long de l'itinéraire suspecté avec un chien renifleur, rejoint par la famille et les amis de Julie. Malgré leurs efforts, l'obscurité a entravé la recherche sans résultat. La recherche a repris tôt le matin suivant, le 5 mai, le long du même itinéraire que Julie était censée prendre. Plus d'amis et de membres de la famille se sont joints à la police et à leur chien renifleur. La recherche a continué à se révéler difficile en raison des nombreux dangers potentiels de l'itinéraire, tels que glisser dans l'eau ou rencontrer un terrain accidenté. La police a eu recours à des patrouilleuses à vélo, un hélicoptère de soutien aérien et les pompiers ont effectué des recherches dans l'eau. Pendant ce temps, la police fédérale a analysé les images de surveillance sur le trajet emprunté par Julie. Les caméras l'ont capturé en train de rouler à certains endroits, mais perdant brusquement de la visibilité à d'autres, réduisant considérablement le périmètre de recherche. Des heures de recherche n'ont pas réussi à localiser Julie jusqu'à ce qu'une percée arrive vers 1 h de l'après-midi. Un ami a découvert à Merksem des vêtements ensanglantés identifiés comme ceux de Julie. De plus, le panier en osier de son vélo a été trouvé à côté d'une poubelle avec ses effets personnels, comme son titre de voyage. Cette terrible indication d'un acte criminel a conduit la police à requalifier l'affaire en enquête pour meurtre. La possibilité d'un crime aussi odieux a été un coup au cœur déchirant pour ses parents et ses proches. Cet après-midi-là, le bureau du procureur a commencé une enquête officielle indiquant fortement que Julie aurait pu rencontrer une fin violente. Une percée est survenue lorsque des images de surveillance du centre d'entraînement des Giants d'Anvers ont identifié un homme portant le panier de vélo de Julie. Les enquêteurs soupçonnèrent cet homme d'être leur auteur et ont émis un avis pour qu'il se présente comme témoin clé. Cela a été fait pour éviter de l'effrayer et pour assurer sa protection s'il est innocent. Les détails de l'homme portant un sac à dos étaient discrets. En raison de leur appel public, la police a reçu 200 conseils menant à l'identification de l'homme comme étant Steve Backelman, âgé de 39 ans. Son oncle s'est manifesté le reconnaissant comme un employé d'un restaurant pour sans-abri à Anvers. Le lundi 6 mai 2019, la police a localisé l'emplacement du téléphone mobile de Steve Backelman et l'a arrêté à la gare de Louvain. Backelman était avec son fils au moment de son arrestation. Il a été placé en détention préventive à la prison d'Anvers avec plusieurs autres suspects. La police a effectué plusieurs perquisitions, dont une chez la mère de Steve. Pendant ce temps, la famille et les amis de Julie s'étaient rassemblés à la cantine du centre d'entraînement des Giants d'Anvers, où ils ont reçu la nouvelle dévastatrice que le corps sans vie de Julie avait été retrouvé par la police maritime dans le canal Albert. Emmenée à l'hôpital universitaire d'Anvers pour une autopsie réalisée par la spécialiste médico-légale Diona De Hondt a également examiné le suspect pour des blessures qui pourraient indiquer une bagarre. Steve a déclaré que s'il avait pris ses médicaments, il n'aurait pas été là. Ceci a été noté comme une confession. Lors de son interrogatoire quelques jours plus tard, Steve Backelman a admis qu'il cherchait à agresser une femme au hasard ce soir-là. Il avait traîné du côté nord du pont où il dormait en tant que sans-abri. Ce soir-là, il a repéré Julie Van Espen qui passait à vélo. Citation, « J'étais sous ce pont depuis 2 heures et quelques cyclistes sont passés, mais elle était la première femme seule », a déclaré Backelman.
Je l'ai poussée de son vélo et quand elle a commencé à crier, j'ai commencé à la frapper et je l'ai tirée de l'autre côté du pilier du pont. Après avoir frappé Julie plusieurs fois, Backelmans l'a traînée jusqu'à son lieu de sommeil habituel et l'a déshabillée. Steve a déclaré qu'il a essayé de se forcer sur Julie mais n'a pas pu parce qu'elle s'est trop défendue. Elle n'arrêtait pas de crier et je continuais à la frapper. Finalement, il a avoué l'avoir étranglée avec un câble après avoir d'abord essayé avec ses mains. Ce n'était pas le but initial. Je voulais coucher avec elle, pas la tuer, a-t-il dit. Les mots ne peuvent pas exprimer l'horreur et la terreur que Julie a dû ressentir pendant cette attaque violente. Elle a fait tout son possible pour se défendre et résister. Un passant à cet instant aurait pu lui donner une chance de s'en sortir. Après sa mort, Backelman a caché le corps de Julie sous une bâche derrière un pilier de pont, puis a erré pendant quelques heures près de la gare centrale d'Anvers. Il a également caché plusieurs objets, dont le panier de son vélo qui a été retrouvé plus tard à côté d'une poubelle et vu sur les images de la caméra de sécurité. Steve a laissé ses couvertures sur un terrain de sport près des voies ferrées à Anvers. « J'avais la tête qui tournait, a-t-il dit. Je suis revenu par peur d'être reconnu. » Les ouvriers du bâtiment ont déclaré qu'ils le voyaient tous les jours depuis qu'il était sans abri depuis janvier. De retour au canal Albert, Steve a aperçu des voitures de police, ce qui l'a effrayé. Lorsque le téléphone de Julie a sonné, il l'a lancé dans l'eau. Il a ensuite alourdi son corps avec un sac de sable et l'a abaissé dans le canal. Il a jeté son sac à main dans une poubelle et a placé son panier de vélo à côté. Steve a expliqué pourquoi le passeport de Julie a été trouvé à part. Citation, « Je l'ai sorti de son sac à main pour savoir quel âge elle avait. J'espérais qu'elle n'était pas mineure. » Au petit matin du 6 mai, Steve s'est réveillé près de la gare de Louvain. Il a pris le train pour Genk. Plus tard dans la journée, il était avec son fils lorsqu'il a été arrêté à la gare de Louvain. Steve a dit qu'il avait rendu visite à son fils parce qu'il voulait lui dire au revoir, sachant qu'il n'était qu'une question de temps avant qu'il ne soit attrapé. Il avait également prévu de voir un psychiatre le lendemain. Le 7 mai, un juge d'instruction a approuvé la détention indéfinie de Steve pour le meurtre de Julie Van Espen sur la base de sa confession. Le même jour, le compte Facebook public de Steve Backelman a été supprimé en raison des milliers de messages de haine postés dessus. Il y a eu une condamnation intense et un tollé pour ce que Steve avait fait à Julie. Le 8 mai, le corps de Julie a été libéré. Les détails de l'autopsie ne sont pas publics, mais on peut supposer qu'ils correspondent à l'aveu de Steve. Cependant, sa famille croit qu'elle a été agressée sexuellement, tuée et éliminée pour couvrir le crime. L'acide désoxyribonucléique de Steve a aussi été prélevé pour vérifier son lien avec d'autres affaires non résolues. Il n'y a eu aucune mise à jour à ce sujet et il est probable que Steve Backelman n'était lié à aucun autre crime. Cette affaire a conduit à une pétition en ligne demandant le rétablissement de la peine de mort en Belgique qui a recueilli 30 000 signatures, mais a été retirée le 8 mai. Le passé troublé de Steve Backelman est marqué par une histoire de crimes violents en escalade et de maladies mentales que nous examinerons en détail. Son état psychiatrique pour lequel il a reçu des médicaments a joué un rôle significatif dans son comportement. Lors de son interrogatoire, Backelman a mentionné que s'il avait pris ses médicaments, il n'aurait pas commis le crime. Mais cette déclaration a-t-elle du mérite ou est-ce simplement une excuse déplorable d'un individu qui refuse d'assumer pleinement ses actes? En 1999, Backelman a eu son premier contact avec la loi lorsqu'il a commencé à voler et à vendre des voitures. Après au moins 22 vols de voitures, il a été arrêté et condamné à 12 mois de prison mais n'a purgé que 2 mois. En juin 2001, Backelman a été condamné à 18 mois de prison par le code pénal d'Ypres, mais la moitié de sa peine a été suspendue. C'était pour un délit de fuite avec une Toyota Corolla volée en novembre de l'année précédente. À ce moment-là, Steve a admis qu'il était accro à l'ecstasy. Sa violence a véritablement escaladé le 16 mars 2004 lorsqu'il a agressé sexuellement une femme de 58 ans chez elle et volé son portefeuille, prétendant que c'était dû à l'influence du cannabis. Il avait obtenu les coordonnées de la femme alors qu'il mendiait sur Dickey's Relay, une rue commerçante importante à Anvers. De 2004 à 2008, Backelman a purgé une peine de prison de 4 ans et demi pour ce crime, des biens volés et plusieurs infractions routières.
Durant cette période, il a abusé plusieurs fois de ses permis de sortie, disparaissant pendant des mois. En 2014, une ex-petite amie a porté plainte contre lui pour agression sexuelle et tentative de strangulation. Mais le parquet d'Anvers a abandonné les charges. En 2017, il a été de nouveau condamné, cette fois pour l'agression sexuelle d'une autre petite amie le 30 et en octobre 2016, lors de laquelle il lui a également volé sa carte bancaire et de l'argent. Malgré ses récidives, après avoir passé un peu plus de 2 mois en détention préventive, il a été libéré en attente de son procès car il n'était pas considéré comme un risque de fuite. Il a été révélé plus tard que le juge ignorait ses précédentes tentatives d'évasion car elles n'étaient pas incluses dans son dossier. Il est choquant qu'un pays comme la Belgique ne conserve et ne partage pas les dossiers des récidivistes violents. Au cours de cette peine, Bakelmans a reçu 4 ans de prison en juin 2017, mais il a fait appel et a été autorisé à rester en dehors de la prison, malgré les conseils du parquet, pour son arrestation immédiate. La cour d'appel a reporté plusieurs fois son affaire en raison d'un manque de ressources et d'une pénurie de magistrats. Ce n'est qu'après une immense pression publique découlant de son arrestation pour le meurtre brutal de Julie que son affaire a finalement été entendue le 5 juin 2019. Cette fois, Steve Bakelman a été condamné à 5 ans de prison et 10 ans de détention. Steve avait aussi une petite amie à Kurbergen jusqu'en septembre 2018. C'était sa dernière relation stable connue. L'ex-petite amie a été choquée par les actions de Bakelman. Je n'arrivais pas à croire que c'était Steve quand j'ai vu sa photo sur l'avis de recherche. Il semblait être une personne complètement différente, un monstre. Pour moi, il était très doux, presque introverti, a-t-elle dit. Cela contraste avec la description de son père et de sa tante de Bakelman comme un toxicomane ayant de graves accès de colère. Elle ne savait rien de son passé. Il n'a jamais mentionné ses 2 agressions sexuelles antérieures. Il m'a confié avoir subi des abus qui ont perturbé son esprit. En septembre 2018, il a soudainement disparu. Citation, je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles jusqu'à ce que je voie cette photo. Elle croit qu'elle a échappé de justesse à un sort similaire. Citation, je pense que j'ai échappé au pire. Il est sûrement parti car il pressentait que quelque chose se tramait qui aurait pu me blesser. L'oncle de Steve, John Pierre, a partagé des informations sur la vie troublée de Steve et son chemin criminel. Il a révélé que Steve avait eu une enfance difficile, marquée par une mère absente et une relation tendue avec son père, ce qui a conduit à une profonde frustration et à un comportement criminel. Malgré les efforts de Jean-Pierre pour le soutenir, y compris en trouvant des emplois et en payant un psychiatre, Steve a continué son comportement dangereux. Jean-Pierre a noté que Steve minimisait constamment ses crimes, ignorant les ordres du tribunal de prendre ses médicaments. Mais l'échec le plus flagrant a été de laisser un violeur connu, violent et impulsif, sans médicaments et libre de se promener. Beaucoup prétendent que cela a indirectement conduit à la fin tragique de Julie Van Espin en mai 2019. Le père de Steve Bakelman, qui préfère rester anonyme, n'est pas son père biologique, mais son père légal. Ils ont rompu le contact il y a des années, réfléchissant aux événements récents, et il a dit, je cite, « Ce que j'entends maintenant est horrible, pour la famille de la fille, ses amis, pour tout le monde. » Mais cela ne me surprend pas. Steve a été condamné plusieurs fois. Quand il perd le contrôle, il perd vraiment le contrôle. Les problèmes de Steve ont commencé tôt dans la vie. Il a lui-même subi une agression sexuelle. Il a été maltraité à l'âge de 4 ans. Et c'est la façon la plus douce de le dire, si vous comprenez ce que je veux dire. Son père a dit « Une plainte a été déposée, mais jamais condamnée. Je détesterai cet homme pour toujours », a-t-il révélé. Steve est devenu violent à cause de cela. Il était impossible de vivre avec lui. Il était en institution psychiatrique depuis l'âge de 12 ans. Je ne le voyais quasiment plus car ça n'allait pas bien entre nous. Je n'entendais parler de lui que lorsqu'il y avait des problèmes. L'institution à Gank où il séjournait m'a appelé un jour pour venir le chercher parce qu'il ne pouvait plus le gérer. Pour soulager sa douleur, Steve est devenu toxicomane en se tournant vers la drogue. Les réflexions de son père dressent là le portrait d'une vie marquée par un traumatisme précoce et une douleur non traitée, conduisant à un cycle de violence et de dépendance. C'est un rappel de l'impact profond des traumatismes non traités et de l'importance d'une intervention précoce. Fin mai 2021, l'affaire du meurtre de Julie Van Espin a atteint le bureau du procureur public. Début juillet, le service du procureur public a décidé de porter l'affaire devant les tribunaux.
Lors de l'audience préliminaire du 12 novembre 2021, l'avocat de la famille Van Espen, John Mace, a demandé un procès à huis clos qui a été accordé malgré les objections de l'association flamande des journalistes. Un total de 61 témoins ont été appelés à témoigner, y compris une femme que l'accusé, Steve Backelman, avait agressée en 2004. Le 8 décembre, un jury de 8 femmes et 4 hommes a été sélectionné. Le procès a commencé le 13 décembre au tribunal d'Anvers avec des plaidoiries pour la condamnation tenues en public. Le 21 et 1 décembre, Backelmans a été reconnu coupable de meurtre prémédité et de viol. Le tribunal a déterminé qu'il avait agi avec une intention claire de tuer, comme en témoigne la gravité des blessures de Julie et son comportement méthodique capturé sur les images de la caméra. Il a étranglé Van Espen à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle ne montre plus aucun signe de vie. Il n'est parti qu'après s'être assuré de sa mort. Les images ont montré qu'il n'était pas paniqué selon le tribunal. Le lendemain, Backelman a été condamné à la réclusion à perpétuité et le tribunal a cité le casier judiciaire étendu de Backelman, sa dangerosité et son absence de valeurs sociétales fondamentales. Malgré sa jeunesse troublée, aucune circonstance atténuante n'a été reconnue. Le procureur public avait demandé un maximum de 25 ans avant que Backelmans puisse demander une libération anticipée. Mais le tribunal a fixé ce délai à 20 ans. L'avocat général a décrit le crime comme exceptionnellement odieux, notant le manque total de remords ou d'empathie de Backelmans. Son enfance difficile a été rejetée comme facteur atténuant par le parquet. Backelmans n'a pas fait appel à la Cour de cassation rendant sa peine définitive. Son oncle John Pierre s'occupe maintenant de son fils. Le meurtre de Julie Van Espen a suscité de vives critiques à l'encontre de la justice anversoise du ministre Justice Cohen-Greens et du maire d'Anvers, Bart De Wever. De Wever a admis dans une interview avec Humo qu'avec Greens, il était politiquement responsable des manquements dans cette affaire. Le 7 mai 2019, le jour après la découverte du corps de Van Espen, et l'adresse de Backelman, Bowen Greens, est apparue sur le programme Terzaki de Vlaamse Radio en télévisie Omroep Organisatie. Greens a expliqué que la libération de Backelman, malgré sa condamnation pour viol, était une décision d'un juge indépendant sur laquelle il avait peu d'influence en tant que ministre. Il s'est dit ouvert à modifier la loi pour permettre une arrestation immédiate s'il y a un risque sérieux de récidive. En réponse à l'indignation publique après le meurtre de Julie Van Espen, les mesures de sécurité autour de la zone Sport Pilaeus ont été révisées. Le 8 mai 2019, la sœur et les amis de Van Espen ont publié une lettre ouverte à l'adresse du maire de Wever, demandant une meilleure sécurité sur les pistes cyclables vers Anvers, y compris plus de caméras de surveillance et un meilleur éclairage de rue. Malgré l'ouverture de Wever à la discussion, des changements significatifs n'ont commencé qu'en juin 2020, probablement parce que certaines personnes s'opposaient à ces changements, comme l'avocat en droit de la vie privée Mathias de Valérie Belvert, qui a évoqué des préoccupations en matière de vie privée. Le même jour, des experts ont réclamé une réforme du droit pénal, notamment concernant la violence sexuelle. Dans une lettre ouverte dans De Morgan, ils ont souligné que la contrefaçon était punie plus sévèrement que le viol. Le bureau du procureur a enquêté sur 77 cas urgents, comme celui de Backelman, assurant qu'il n'y a pas d'autres risques pour la société. Le 6 juin 2019, le Haut Conseil pour la justice a enquêté sur les erreurs dans l'affaire Backelman, examinant les pratiques du tribunal d'Anvers. À la fin de 2019, leur rapport a identifié des problèmes de conformité avec les conditions de libération et la gestion globale de cette affaire. Et bien qu'il y ait eu quelques développements positifs en mars 2022, en décembre de l'année suivante, beaucoup des recommandations n'étaient toujours pas mises en œuvre. Le 11 février 2020, les parents de Van Espen ont proposé un, je cite, « comité J pour surveiller le système judiciaire » et accusant le ministre de la Justice, Cohen-Gen, partiellement responsable du meurtre de Julie et de la gestion de l'affaire. 4 ans après la mort de Julie et tard dans l'année 2023, la famille de Julie a critiqué l'attitude du Haut Conseil de la Justice et a demandé des sanctions disciplinaires étendues contre les magistrats qui ne remplissaient pas leurs devoirs. Ils ont également poursuivi l'État belge pour défaillance systématique de la justice, demandant des excuses et une compensation symbolique. Le meurtre de Julie Van Espen a mené à d'importantes réformes sur la gestion de la violence sexuelle en Belgique. La famille de Julie Van Espen a fondé Missie Julie pour plaider en faveur de la réforme judiciaire.
Et cette affaire a attiré une attention publique si large que Julie Van Espen est devenue le deuxième terme le plus recherché sur Google en Belgique en 2019. Malgré tout ce qui s'est passé, nous devons nous souvenir de Julie Van Espen comme d'une jeune femme avec un avenir brillant qui nous a été enlevée par quelqu'un qui n'aurait jamais dû être libre de nuire à autrui. Julie repose en paix. Une playlist de tous mes dossiers est disponible à l'écran. Aimez cette vidéo et abonnez-vous pour être informé des prochaines publications. C'est Victor, je vous remercie pour votre soutien.